Le terme de psy n'a été forgé qu'au XXe siècle, mais la recherche qu'elle désigne est apparue dès le XVIIIe siècle. Il s'agit d'étudier les perceptions extrasensorielles et les capacités psychokinésiques. Cette étude contribuant naturellement à la connaissance générale de l'esprit. Pour bien comprendre ce qu'est l'étude de la parapsychologie, il faut déjà s'interroger sur l'esprit humain et les capacités du cerveau. Pour faire simple, celui-ci est divisé en deux hémisphères, droite et gauche, et en deux logiciels aux capacités extrêmement différentes et complémentaires. La répartition que je vais citer est celle des droitiers, qui représentent plus de 90% de la population. Pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Alors, la plupart des gens imaginent que l'esprit serait capable de tout comprendre. Ce serait qu'une question de QI, de quotient intellectuel. Mais c'est faux. La meilleure façon de concevoir l'esprit, c'est d'utiliser le modèle de l'intelligence artificielle, les logiciels. Un logiciel se définit par ce qu'il est capable de faire. Par exemple, un logiciel de traitement de texte ou un logiciel de lecture de vidéo. Chacun conçoit bien qu'on ne peut pas lire une vidéo avec un logiciel de traitement de texte et réciproquement. Eh bien, pour l'esprit, c'est la même chose. L'esprit ordinaire a une limite. Et cette limite, que nous ignorons au quotidien, est fondamentale. Quelle est cette limite ? L'esprit ordinaire ne peut concevoir l'infinitude. C'est-à-dire qu'il ne peut concevoir que ce qui a un début et une fin dans l'espace ou dans le temps. Pour vous en convaincre, c'est très simple. Essayez, en vous concentrant quelques instants, de concevoir l'infinitude. Par la pensée, projetez-vous dans l'espace à des milliards d'années-lumière à la seconde ou à la milliseconde. Continuez en vous acharnant, continuez jusqu'à ce que vous ayez mal au cerveau. Et vous allez constater que, malgré tous vos efforts, votre logiciel de pensée ordinaire, que nous allons appeler maintenant le logiciel du fini, est incapable de concevoir une chose qui n'a ni commencement ni fin. Pour ce logiciel, tout doit avoir un commencement dans l'espace ou dans le temps et une fin. Donc la finitude est la caractéristique première de notre logiciel de pensée ordinaire. Une fois posé ceci, nous allons pouvoir définir le second de nos logiciels, qui est celui de l'infinitude. Ah, on va me dire, mais le logiciel de l'infinitude, je ne connais pas, je n'ai jamais vu ça. Si, vous l'avez parce que c'est une installation constructeur en quelque sorte, vous l'avez de naissance. Mais comme ce logiciel fonctionne de manière inconsciente, vous ne le connaissez pas. En quelque sorte, vous ne l'avez pas activé. Et le processus de la recherche psy va revenir à activer ce logiciel de l'infinitude. Le logiciel de l'infinitude est donc dans l'hémisphère droit, tandis que le logiciel du monde fini, notre monde ordinaire, est dans l'hémisphère gauche, pour faire simple. Le logiciel de l'hémisphère gauche est dualiste. C'est sa perception du monde. C'est notre perception du monde. Dualiste, c'est deux. Moi, les autres. Bon, on me dirait, c'est normal. Ben oui, c'est normal. C'est ainsi que fonctionne notre logiciel. Au maximum, le dualisme, encore une fois, moi, les autres, c'est celui de l'ego, de l'égoïsme. À moi d'abord, les autres ensuite. Inversement, le logiciel de la non-dualité, du logiciel de l'infinitude, est dans la non-dualité, ce qu'on appelle aussi le monisme, du grec monos, un.
ce logiciel perçoit et se perçoit comme étant uni à l'ensemble de l'univers. C'est une expérience, évidemment, qui est radicalement différente de celle de notre logiciel habituel. Dans quelles circonstances ces expériences peuvent-elles se produire? Eh bien, on va en voir une. Vous avez tous entendu parler de situations proches de la mort. Ce sont des gens qui, suite d'un accident ou différentes circonstances, se trouvent en quelque sorte de l'autre côté du miroir de la mort, et qui ensuite évidemment en reviennent pour pouvoir témoigner. Et parmi tout ce que nous disent ces témoins, ces expérienceurs, il y a cette expérience de la non-dualité. Écoutons quelques-uns de ces expérienceurs. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi, mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un. Nous-mêmes, on fait partie de cette unité, et la moindre brindille d'herbe fait partie de cette unité. C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et c'est un sentiment qui est fabuleux, quoi. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, je crois. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. C'est pour cela que les anciens idéaux religieux affirmaient fondamentalement tous la même chose. Traite les autres de la manière dont tu aimerais que les autres te traitent. Cela vient du fait que la manière dont nous traitons les autres est aussi ce à quoi nous devrons faire face lorsque nous passerons en revue notre vie. Mieux vaut être vigilant et garder tout cela beau et propre. C'est un bon exercice. Cet exercice nous aide à réaliser que nous sommes tous un et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Cette leçon a beau remonter à la nuit des temps, le monde a de la difficulté à l'assimiler. Je crois qu'un mouvement grandissant d'éveil est en train de se produire, notamment supporté par la communauté des personnes qui ont vécu une EMI et qui commencent à reconnaître et à vivre, portés par l'amour, cette unité et ce pouvoir de guérison. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi je vous connais pas, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça, c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat. Tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible. J'ai pleuré et pleuré. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité. Je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit « Waouh, j'ai compris un truc de malade ». Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Outre cette
perception de l'union avec l'ensemble de l'univers, les expérienceurs peuvent aussi percevoir la connaissance universelle. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est que quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web. On peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Ainsi, lorsque le sujet revient à la vie, à la suite de cette expérience, il se souvient qu'il a tout connu, qu'il a eu cette connaissance universelle. Mais il constate aussi qu'il n'en a rien rapporté. Alors, je répète, la recherche psy est le moyen d'activer, en quelque sorte, ce logiciel. Alors, si ces perceptions nous échappent au quotidien, c'est qu'elles sont généralement inconscientes, d'une part, et qu'elles se manifestent aussi durant les phases de sommeil. Et leur manifestation durant les phases d'éveil conscient sont extrêmement rares. Voyons les différents cas. Une perception consciente à l'état d'éveil, c'est une perception intuitive. Chacun sait ce qu'est l'intuition. Vous avez parfois la certitude que quelque chose va arriver. Si on vous demande pourquoi vous avez cette certitude, vous ne pourrez pas répondre. Vous n'en savez rien. Simplement, c'est là. Spontanément, vous avez cette certitude. Eh bien, voilà un exemple de manifestation à l'état d'éveil et de manière consciente de ce logiciel de l'infinitude. Alors, j'ai réalisé 2 vidéos sur le sujet qui sont donc sur YouTube. Alors, les autres manifestations du logiciel de l'infinitude sont inconscientes. La première, si vous voulez, c'est durant les phases de sommeil profond. Durant ces phases, nous pouvons percevoir souvent des événements à venir, ça s'appelle des rêves prémonitoires. La deuxième manière de percevoir inconsciemment des informations, c'est par notre corps. C'est de manière proprioceptive. Comment est-ce que ça se manifeste? Nous allons voir un test qui est réalisé par le docteur Matthias Brandt, qui est professeur à l'université de Duisburg en Allemagne, avec un sujet qui est confronté à des choix, ça s'appelle le test du casino. Le sujet doit choisir des cartes qui, certaines seront gagnantes et d'autres perdantes.
A priori, il n'a aucun moyen de savoir si la carte qu'il va choisir va être gagnante ou perdante, mais on s'aperçoit que son corps, puisqu'il est appareillé avec ce qu'on appelle un capteur électrodermal qui mesure l'activité électrique de sa peau, eh bien nous constatons que son corps, avant même qu'il fasse un choix, qu'il prenne une décision, son corps a déjà perçu si la décision qu'il va prendre est négative, c'est-à-dire s'il fait le choix d'une mauvaise carte, eh bien son corps va en être informé. Comment ? Eh bien c'est justement là un des cas de perception inconsciente issue du logiciel de l'infinitude. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisburg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur 4 piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit, le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. En fait, avant qu'on ait une vague intuition ou même conscience de ce qui est bon pour nous, des signaux corporels nous mettent en garde contre de mauvaises décisions. Ces signaux corporels indiquent que notre cerveau est fébrile. Ils n'émanent pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions. Donc, le but de la recherche psy est de nous aider à utiliser les immenses capacités de ce logiciel de l'infinitude. Historiquement, la recherche a connu plusieurs phases. D'abord, au XVIIIe siècle, les premiers expérimentateurs. Ensuite, au XIXe siècle, les sociétés savantes, qui étudiaient des sujets particulièrement doués. Ensuite, les premiers laboratoires et la validation statistique des phénomènes. Dans ce cas, il s'agissait de faire passer des milliers et des milliers de tests à des centaines de sujets, de manière à déterminer si statistiquement nous avions un résultat qui était contraire à la loi des grands nombres, si vous voulez. Ensuite, la recherche est venue sur les mécanismes, c'est-à-dire comment est-ce que fonctionnent les perceptions extrasensorielles. Et cinquièmement, la mise en application pratique de ces recherches. Alors premièrement, donc à la fin du XVIIIe siècle, les premiers expérimentateurs comme le docteur Anton Mesmer, qui était un médecin autrichien, le marquis de Puységur, ou Deleuze, etc. Deuxièmement, la recherche des témoignages et l'étude de sujets extraordinairement doués s'est développée avec la création de sociétés savantes comme la Society for Psychical Research de Londres, l'American Society for Psychical Research de New York ou l'Institut Métapsychique International à Paris. Alors, troisièmement, les laboratoires, dont le plus ancien et le plus connu est celui du docteur Joseph Rhein et de son épouse Louisa, créé en 1934 à Durham, en Virginie. Ils utilisaient les cartes Zener. Alors, les cartes Zener, ce sont 5 cartes portant l'image d'un rond, d'une croix, d'un carré, d'une étoile et d'une vague. Donc, le test met en présence 2 sujets. L'un tire une carte et l'observe un instant, tandis qu'un second doit, sans l'avoir évidemment, nommer quelle est la carte qui a été tirée par
l'autre sujet. Alors, le test a pour but, évidemment, de mesurer les capacités de télépathie ou de clairvoyance des sujets. Ceux-ci, donc, sont souvent des étudiants, n'avaient généralement aucune capacité particulière de clairvoyance ou de télépathie. Et les tests portaient sur des milliers de tirages. Et le but était de mettre statistiquement en évidence une déviation, parfois seulement de 1 à 2% par rapport à la ligne de hasard, et c'était considéré comme significatif par le chercheur. Ces études avaient des défauts majeurs. Par leur répétitivité, ces tests provoquaient rapidement l'ennui des sujets testés, ce qui entraînait un déclin des performances. Deuxièmement, n'ayant aucun intérêt pratique, ces travaux n'intéressaient qu'un tout petit nombre de chercheurs et restaient totalement ignorés du grand public. Troisièmement, n'ayant évidemment aucune rentabilité, le coût du fonctionnement de tous ces tests devait être financé par le laboratoire, ce qui ne manquait pas évidemment de poser de problème. Alors aujourd'hui, la recherche a évolué. Il ne s'agit plus de démontrer la réalité du phénomène de manière statistique, mais plutôt de comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du sujet quand il est capable de perception extrasensorielle. Alors, je vais vous montrer une vidéo d'une expérience faite par le professeur Norman Donn, qui est un psychologue américain, sur une personne que je connais personnellement depuis longtemps, qui s'appelle Maud Christen, et qui est une excellente médium. Dans le test, elle doit deviner l'image qui se trouve dans une enveloppe. Considéré comme l'un des grands noms de la parapsychologie américaine, il s'est spécialisé sur l'étude des capacités psy ou paranormales. L'objectif de l'expérience n'est pas de prouver l'existence des capacités paranormales, mais d'étudier l'activité cérébrale de Maud quand elle pratique son activité de voyance. C'est formidable parce que ça va permettre de voir ce qui se passe de manière interne. Bien que je ne pense pas que ça se limite à l'aspect purement physique et neurologique, mais c'est très important pour moi de voir s'il y a une trace neurologique particulière. D'après le protocole expérimental, Maud doit deviner le contenu de 7 enveloppes scellées. Ces enveloppes sont opaques, personne ne peut voir à travers. Ce sont les membres de mon équipe qui ont placé des photos à l'intérieur de chaque enveloppe et moi-même je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous passer la première enveloppe. Vous pouvez dessiner, dire à haute voix ce que vous voyez et prendre tout le temps qui vous est nécessaire. La capacité de voir mentalement des cibles cachées ou éloignées s'appelle clairvoyance. Avec la télépathie, plus connue sous le nom de transmission de pensée, et la précognition qui permet de voir le futur, la clairvoyance est l'une des 3 capacités extrasensorielles étudiées par les parapsychologues. J'ai mis des arbres, de la verdure, quelque chose d'un peu inquiétant qui avance, un peu comme un insecte. Ou une machine avec des trucs sur les côtés qui ressembleraient à des pattes. Une machine ou un animal, mais pas d'un... C'est pas une intelligence supérieure, quoi. C'est une intelligence un peu binaire. On va voir si c'est ça. Comment on dit avoir le trac? She's very afraid. C'est pas mal. C'est une sorte de reptile, ça. Yes, Oui. C'est ce qu'elle a dessiné. Voilà. Je sentais ce côté, cette façon de se déplacer qu'ont les êtres très primitifs ou bien mécaniques. En général, la clairvoyance ne permet de voir que certains détails de l'image. Et c'est très rare qu'un voyant dise « c'est une femme avec un dinosaure ». Ça ne marche pas comme ça. Thank you. J'ai un rond
à la fois quelque chose d'affaissé ou d'écrasé, la sensation de champignon ou de la bouillotte au toucher, quand c'est mou, qu'on s'enfonce un peu, du rond mou. C'est très difficile de voir si c'est de l'ordre du végétal. Cette idée de quelque chose de gros avec des trous dedans, dans lequel on peut rentrer. J'ai aussi la notion de point de rencontre, comme une place en étoile, quelque chose en étoile. Ok. Oh, c'est bien. Tu vois, c'est mon étoile là. Très bien. Elle a vu beaucoup d'éléments. Ce ne sont pas des informations sensorielles. En d'autres termes, elle ne voit pas avec ses yeux physiques. J'ai pas la sensation visuelle qui, par définition, s'arrête à la surface. Je rentre dedans. C'est que je deviens ma cible. Nous allons regarder quelles étaient les ondes cérébrales de Maud au moment où elle a commencé à voir la cible. Ici, nous avons des ondes alpha qui correspondent à 10 Hz, soit 10 cycles à la seconde. Elles sont caractéristiques d'un état de profonde relaxation. Là, nous voyons l'hémisphère cérébral gauche et l'hémisphère droit. Par moments, ils sont alignés, c'est-à-dire que leur activité est synchrone. Ce n'est pas habituel. En général, les deux hémisphères ne fonctionnent pas en phase. Donc, nous venons de voir que Maud Christen est capable de percevoir des éléments sur la photo qui se trouvait dans l'enveloppe. Alors, ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe dans son cerveau au moment où elle perçoit. Nous voyons, comme le fait remarquer le professeur Dunn, qu'il y a un phénomène très particulier, c'est la synchronisation des deux hémisphères du cerveau, le gauche et le droit, ce qui n'est pas habituel. Ce qui est ordinaire, habituel, c'est que ces deux logiciels fonctionnent de manière séparée, distincte. Donc la synchronisation des deux hémisphères est, en quelque sorte, une nécessité pour percevoir, pour accéder à l'information du logiciel de l'infinitude. Avec aussi un état de conscience extrêmement relaxé, qu'on appelle un état alpha, qui correspond à une activité électrique d'entre 6 et 12 cycles secondes. Alors, le cinquième point, ce sont les applications pratiques. Alors, on en trouve dans les domaines de la santé, de la recherche scientifique, dans la prospection pétrolière ou minière, dans la finance, naturellement, le jeu aussi, et puis même dans l'espionnage. Ainsi, par exemple, les États-Unis ont recruté et formé des espions psy. Écoutons l'un des plus connus d'entre eux, qui est Joe McMoneagle. Nous sommes aux États-Unis à quelques kilomètres de Washington. Cet homme, c'est Joe McMoneagle. Un homme en apparence ordinaire et pourtant sa vie est hors du commun. Car Joe posséderait un don étrange, il serait capable de visualiser par la pensée des événements, des lieux ou des informations à grande distance. Recruté pour son incroyable faculté, pendant 20 ans, il a été médium et espion pour les services secrets américains. Nous sommes dans l'État de Virginie en 1970. À cette époque, Joe McMoneagle travaille pour l'armée. Il est ingénieur officier. Il mène une vie sans histoire. Cette même année, son destin bascule. Alors qu'il n'a que 24 ans, en sortant d'un restaurant, Joe s'effondre, frappé d'une crise cardiaque. Quand vous mourrez, vous voyez votre vie défiler. C'est ce que j'ai vu dans ce tunnel. Une fois arrivé au bout du tunnel, j'étais enveloppé d'une lumière éblouissante. C'était doux et intense à la fois. Puis une voix m'a dit « Désolé, tu ne peux pas mourir aujourd'hui. Tu dois y retourner. » Mais les jours qui suivent son expérience de mort imminente, Joe n'est plus le même. Sa perception de la réalité est modifiée. Plusieurs fois par jour, je sortais de mon corps. J'entendais des conversations dans l'immeuble voisin.
J'avais toutes ces sensations paranormales que je ne pouvais pas expliquer. J'essayais de redevenir normal, mais je n'y arrivais pas. L'armée va alors s'intéresser de près au cas McMonigle. Car à cette époque, en pleine guerre froide, deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, s'espionnent. Pour obtenir la moindre information ultra secrète, les deux ennemis sont prêts à tout. On savait que les Russes et aussi les Chinois utilisaient des méthodes paranormales. Ils faisaient appel à des médiums à des fins d'espionnage. Et les États-Unis ont décidé de faire pareil. Le gouvernement américain met alors en place un programme d'espionnage extrasensoriel. Son nom de code, le projet Stargate. Au total, 20 médiums sont recrutés. Joe McMonigle intègre l'équipe. L'informateur nous remettait une enveloppe. On ignorait complètement son contenu. Il nous disait « Voilà la cible, nous avons besoin d'informations ». Je n'étais pas autorisé à ouvrir l'enveloppe. Elle devait rester fermée sur le bureau. Cette enveloppe pouvait contenir une adresse ou un numéro de sécurité sociale. Je me concentrais, je fermais les yeux et je faisais le vide dans ma tête. Ensuite, je dessinais mes perceptions. Toutes les informations, toutes les images jaillissent en une fraction de seconde. Ça va très vite, ça m'envahit. Tous mes sens sont à l'affût au même moment. Insensé, et pourtant grâce à son don de vision à distance, il aurait ainsi fourni des informations essentielles au service secret. Ses dessins étaient d'une précision à couper le souffle. Joe serait parvenu à visiter mentalement des sites stratégiques. Ils m'ont téléphoné et m'ont demandé de localiser l'espion. J'ai dessiné des collines avec des éoliennes un peu partout. Et voici la photo originale. On peut y voir les champs d'éoliennes. C'est bien là que se trouvait l'agent. Toujours grâce à son incroyable faculté extrasensorielle, il aurait ainsi localisé mentalement des otages et permis leur libération, des cris des sous-marins, des armes et même retrouvé un avion perdu au signal radar. En 20 ans d'espionnage, il a participé à 150 missions et mis son don de vision à distance au service des plus hautes autorités, CIA, FBI et même la Maison-Blanche. Nous étions aussi efficaces que les agents sur le terrain. En 1995, le gouvernement américain met fin au programme Stargate qui a coûté 20 millions de dollars. Et 80% de ce programme d'espionnage reste classé secret défense. Bon, en conclusion, la recherche psy doit être organisée de manière à éviter les écueils que nous avons remarqués. Elle doit faire en sorte que les sujets soient motivés, qu'ils soient intéressés par la nature des questions posées, et il faut que ces sujets soient aussi dans un état de conscience d'ouverture spirituelle, puisque, comme chacun l'a compris, le logiciel de l'infinitude, c'est aussi celui de la spiritualité. Ça signifie une chose, ça signifie que quelqu'un qui n'a pas d'ouverture spirituelle, qui serait dans l'égoïsme le plus absolu, ne sera pas capable d'ouvrir ce logiciel de l'infinitude et d'accéder à des informations. Voilà donc les critères qui doivent conduire une recherche psy efficace.